Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Thomas Altenburger. Je suis la moitié d'une petite équipe qui s'appelle Flying Hawk Games. Et donc, on est spécialisé dans des jeux 2D avec des explosions et aussi dans les portages de jeux vidéo. Donc, notamment fait avec une techno qui s'appelle Monogame. Et donc, je vais vous faire une petite présentation de ce qu'est Monogame, de comment on peut faire du développement cross-platform avec, et notamment sur console. Et aussi avec un retour d'expérience de comment ça s'est passé pour nous, pour Neurovoider, ou de comment ça peut se passer pour d'autres jeux. Donc, juste avant de commencer, juste pour avoir une idée du public, qui a déjà éventuellement codé avec Monogame ou Xena ou ouais. Ok, et qui est-ce qui a déjà fait des portages sur console? La Ouya ne compte pas. D'accord, très bien. Donc, ok, donc niveau plan, ça c'est bon. Donc, qu'est-ce que Monogame? Donc, il va y avoir quelques généralités, mais je pense que c'est important de les rappeler parce qu'il y a pas mal parfois d'idées reçues sur ce que peut être une techno ou une autre. Donc, forcément, c'est un game framework. C'est pas un engine, c'est pas un moteur. C'est un ensemble de librairies qui permettent de développer des jeux. Donc ça va être c'est plus une surcouche à DirectX et à OpenGL que vraiment un engine qui va vraiment vous permettre de faire plein de trucs. Et ça vient avec plein d'outils et plein de frameworks pour pouvoir baker vos assets et pour pouvoir faire des portages cross-platform. Donc le Monogame, ça a vraiment le focus sur le cross-platform. Donc le motto du truc, c'est code once, run everywhere. Et c'est vraiment presque le cas. C'est 100% basé sur .NET et le langage de prédilection, c'est le C#. Donc c'est vraiment du pur .NET. Il n'y a pas forcément trop d'artifices derrière, etc. Donc ça vient avec tous les avantages et éventuellement inconvénients qu'il peut y avoir sur la plateforme .NET. Donc on reviendra un petit peu après dessus. Et donc ça tourne absolument partout où il peut y avoir une machine .NET, donc soit le runtime .NET de Microsoft, soit une machine mono, et éventuellement partout où il y a un compilo C++ de disponible. Et ça, on va voir pourquoi. Et c'est gratuit et open source, donc ça c'est le côté cool. Et j'ai oublié de mentionner que je fais partie des maintainers principaux et des gens qui drivent un peu le projet. Donc j'essaie de faire cet exposé sans qu'il y ait trop de biais par rapport à ça. Mais donc il y a peut-être un peu de parti pris dans ce que je dis, quoi. Donc prenez pas forcément tout pour vérité. Juste pour vous donner une idée, donc ça c'est une petite vidéo de, c'est une des showreels de Monogame, je vous la passe juste, elle dure 2 minutes.
Donc voilà, je vous coupe juste la musique, il y avait rien après. Et donc monogame, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé dans l'industrie quand même. Vous remarquerez qu'il y a un dénominateur commun à quasiment tous ces jeux, qui est que c'est souvent des indies, c'est souvent des petites structures, et c'est quasiment toujours des jeux en 2D. Il y a vraiment... Monogame, ça peut tout faire, c'est-à-dire que ça couvre vraiment la 3D, la 2D, mais vu que c'est quelque chose qui est c'est beaucoup de programmation, c'est surtout de la prog, et donc il n'y a pas forcément d'artifice pour pouvoir vraiment faire de la 3D de manière très rapide et efficiente. Donc ça se prédispose plus naturellement à aller faire de la 2D. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui font de la 2D avec. Et donc ça c'est un trailer de Neurovoider, juste pour qui n'a jamais vu ou ne connaît Neurovoider. Ok. 3 personnes, je vous inviterai à regarder le trailer histoire de gagner du temps. Donc c'est juste, c'est un shoot. Tu vois, ouais, bon, d'accord. Donc Neurovoider, c'est donc comme vous avez vu, c'est un shoot 2D roguelike qui peut se jouer jusqu'à 4. Et donc c'est un jeu qu'on a porté que j'ai porté au final en tout et pour tout sur 7 plateformes différentes. Et donc avec vraiment très peu de code, avec beaucoup de code reuse derrière, très peu de trucs spécifiques, et notamment grâce à ce que Monogame peut proposer. Et donc, qu'est-ce que Monogame n'est pas? Ce n'est pas un game maker. Donc, il y a beaucoup de gens, ça fait partie un petit peu du folklore qui tourne autour de Monogame, vu que c'est énormément de jeux 2D qui sont produits avec Monogame. Il y a beaucoup de gens même du public, etc., qui le comparent à Game Maker, parce que Game Maker aussi, c'est fortement des jeux 2D. Et donc, c'est un petit peu le genre de truc sur lequel on peut tomber. Donc c'est quand même bien de rappeler que c'est pas un game maker, c'est vraiment de la prog. Ce n'est pas un moteur, donc comme je vous avais dit, et ça ne vient forcément pas avec un bel éditeur de composition de scène, de gestion de composants, etc. Donc c'est vraiment de la prog pure et dure. Alors à qui s'adresse Monogame? Donc forcément ça s'adresse aux gens qui aiment bien coder tous leurs trucs. Ça s'adresse aux gens qui aiment bien les trucs légers, parce que ça vient pas avec tout un tas de bloatware pour pouvoir faire tourner des trucs. C'est vraiment assez léger en termes de prog, etc. Bien sûr, il y a un coût par rapport à la machine .NET qui n'est pas forcément négligeable, mais c'est grosso modo quand même quelque chose de relativement léger sur des runtime, on va dire, modernes. Et forcément, c'est pour des gens qui aiment bien avoir des contrôles sur tout, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez bas niveau, donc il n'y a pas beaucoup de travail qui est forcément pré-mâché. Et donc on a quand même un contrôle sur tout, il y a absolument tout qui est paramétrable, tout qui est contrôlable, et puis après forcément, c'est une techno ouverte, donc on peut vraiment faire ce qu'on veut avec, quoi. Et ça s'adresse aussi surtout aux personnes qui ont déjà bossé avec Xena. Et donc c'est quand même adressé à un public qui a vraiment envie de se mettre dedans, quoi. C'est pas, ça s'adresse vraiment pas à n'importe qui. Comme je vous disais, donc c'est basé sur Xena. Xena, c'est un projet qui avait été lancé par Microsoft, qui consistait à pouvoir faire des jeux en .NET cross-platform sur PC et Xbox 360.
La particularité du truc, c'était que c'était un peu à l'émergence des Apple Store, etc. Microsoft proposait de payer une licence annuelle de l'ordre de $200 et qui permettait de publier ses propres jeux à monsieur tout le monde sans avoir besoin d'un dev kit, donc avec vraiment une console retail 360 telle qu'on pouvait les avoir. Et ça, c'était vraiment super. Il y avait un service derrière, l'Xbox Live Indie Games, et il y a plein de gens qui ont commencé à taffer dans l'industrie du jeu vidéo grâce à ça, dont moi. Donc moi, j'ai commencé à avoir un pied dans l'industrie du jeu vidéo grâce à ça, donc il y a maintenant une dizaine d'années. Et il y a plein de gens qui ont commencé là-dedans, qui ont commencé à taffer avec Xena ou qui ont fait leurs armes là-dessus. Enfin, les gens de chez Tribute Games, Supergiant, etc. Ils ont commencé là-dessus et c'est de là que est né Monogame, parce que Microsoft a laissé tomber Xena. Xena à la base c'est un projet, c'est un peu un truc qui n'aurait jamais dû exister chez Microsoft. C'était clairement pas dans leur politique et dans leur stratégie de groupe, etc. Et c'est une team d'ingénieurs internes à Microsoft qui a créé ça et qui a fait un push qui miraculeusement ça s'est mis en prod, quoi. Mais c'est un truc qui à la base n'aurait a priori pas vraiment dû exister. Donc ça a été discontinued par Microsoft, mais ça a été ressuscité en open source à travers une myriade de petits projets open source qui consistaient à réimplémenter Xena. Xena étant une techno closed source de Microsoft, on n'a pas le droit de faire du rétro-engineering dessus pour refaire la même chose. Donc Monogame, c'est vraiment une réimplémentation totale de A à Z. Il n'y a pas un seul bout de code qui vient d'Xena. Et dans le projet, ça nous est déjà arrivé d'avoir des gens qui contribuent et qui utilisent des réflecteurs, des machins pour pouvoir choper le code source d'Xena. Et on a dû virer tout leur code. Enfin, c'est assez chaud, quoi. Enfin, en termes de licensing, on est quand même super prudent. Et du coup, vu que le projet est carré, qui tourne, etc., on a l'appui de Microsoft maintenant aujourd'hui. Monogame est reconnu comme vraiment un outil pseudo-officiel pour pouvoir faire des jeux cross-platform, notamment sur plateforme Microsoft, parce que .NET n'est pas forcément disponible sur toutes les plateformes. Alors, qui dit projet open source dit mainteneur, sponsor, etc. Donc, le principal sponsor s'appelle Seagate Games. Ce sont des Américains qui sont spécialisés dans les portages et c'est eux qui font les portages de Stardew Valley, Celeste, etc. Donc, à peu près tous les jeux 1D, Switch, 2D que vous avez vus récemment sur Switch, par exemple, il est très probable que ça ait été réalisé par les équipes chez Seagate Games. D'autres mainteneurs principaux, il y a Konajo Games et Savage Games qui font partie des admins. Il y a des contributeurs réguliers, notamment de la part de chez Tribute Games et de chez Supergiant, forcément parce que ça fait aussi partie de leur outil à eux. Et on a occasionnellement des gens de chez Xamarin ou Microsoft qui viennent push du code ou qui viennent nous dépanner. En termes de plateforme et de ce que vous pouvez target avec Monogame, vous pouvez targeter tout ce qui est desktop, Windows, macOS, Linux. Ce qui est super cool avec les targets desktop et avec l'existence de Mono, c'est que si vous compilez votre jeu sur Windows, il va tourner tel quel sur toutes les plateformes, sur tous les desktops. Donc partout où il y a Mono, vous prenez juste votre exécutable, vous le foutez dessus, vous faites run et ça marche tel quel. C'est vraiment génial. Sur console, ça target PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PS Vita. Ça fait juste pas la 3DS parce qu'elle n'est pas assez puissante pour faire tourner Mono ou vraiment quelque chose qui a été produit avec ça. Sur mobile, il y a tous les targets, donc Android, iOS, Windows. Le seul target qu'il n'y a pas, c'est du web. Donc on ne peut pas faire de web avec Monogame. Il y a des travaux en cours qui sont vraiment encore assez expérimentaux et qui a priori sont pas forcément prêts d'aboutir, on va dire à court terme. Niveau target et API, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez targeter vraiment, ça dépend de là où quelle plateforme vous targetez, mais sur desktop par exemple, vous pouvez targeter si vous voulez OpenGL ou DirectX, suivant vos affinités avec telle ou telle techno ou ce que vous voulez vraiment faire avec la distri de votre jeu. Et bien sûr, sur console, ce sont les API propriétaires de telle et telle console.
Alors, comme je vous ai dit, c'est du .NET, ça vient avec tout l'environnement .NET, avec tous ses avantages aussi inconvénients. Donc, en termes d'avantages, il y a le meilleur IDE du monde qui est Visual Studio, forcément. Et vous avez accès à toutes les dernières innovations de C Sharp. Donc, vous êtes pas lié à une version de C Sharp telle que ça peut l'être, telle que ça a pu l'être, par exemple, sur Unity, où à cause des problèmes de licensing qu'ils avaient avec Mono, ils ne pouvaient pas utiliser la dernière version C Sharp, etc. Donc là vous n'avez pas de bridage, vous êtes toujours sur les dernières versions, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez même target les plus anciennes, il n'y a pas de problème. C'est léger et c'est facile à compiler, c'est vraiment très rapide, ça compile en une seconde sur un projet vide et une poignée si vous avez un peu d'assets. Un jeu comme Neurovoider complètement fini, ça doit compiler en 3 secondes max, quoi. Il y a tout ce que vous avez d'un IDE moderne et qui marche très bien, donc plein de profiling, plein d'outils super robustes pour faire du debugging. Vous pouvez faire du code reload, du edit and continue quand vous débuguez vos trucs. Il y a une interopérabilité avec des langages natifs qui se fait très facilement. Et c'est vraiment quelque chose de moderne, de puissant et de vraiment polyvalent. En termes d'API, Monogame, donc ce que je vous disais, donc c'est un ensemble d'API qui viennent en surcouche à DirectX ou OpenGL ou à OpenAL ou à du son, etc. Donc il y a tout un ensemble d'API pour faire de la 2D, de la 3D. Donc du côté 2D, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui peut se faire par exemple chez SDL. Il y a un sprite batcher qui vous permet de faire de la 2D relativement rapidement et facilement. Et c'est une des plus grosses forces de Monogame. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de jeux 2D qui l'utilisent. En 3D, c'est plus fastidieux. Il y a des classes des classes helper pour manipuler des modèles, etc. Et les animations un petit peu. Mais il n'y a pas vraiment d'outils de composition de scène, de faire du rendering assez poussé, etc. Donc ça, il faut vraiment se le palucher à la main. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment peu de projets vraiment 3D qui exploitent Monogame. Donc là, ça sera plutôt, si vous voulez faire de la 3D, il faudra peut-être plutôt aller voir du côté d'Unity, qui s'y prête évidemment beaucoup plus. Il y a plein de trucs pour faire du son, pour faire des IO de fichiers, il y a tout dedans. Gamepad, vous pouvez brancher tous les gamepads de la Terre, ils seront reconnus et ils marcheront tout de suite. Clavier souris, il n'y a aucun problème. Touchscreen, comme vous voulez. Il y a tout un ensemble de librairies qu'on appelle le pipeline, le content pipeline, et qui permet de charger des assets en tout genre. Et donc ça gère tous les types d'assets modernes, tout type de fichiers images, tout type de fichiers son, les fichiers 3D les plus communs, les FBX, etc. Et ça vous les cook pour que ça soit facilement cross-platform et pour que ça soit compressé ou que ça charge plus rapidement au moment du runtime. Il y a plein de classes pour pouvoir faire, plein de classes helper pour pouvoir faire des manipulations de géométrie, des vecteurs, etc., des quaternions, enfin ça c'est très 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 classique. Il y a aussi du networking qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus idéal pour pouvoir faire du networking dans des jeux. Et ça permet de faire par exemple du client-serveur avec des notions de peer-to-peer si vous avez un client qui se barre. Vous pouvez coder des lobbies aussi. C'est plutôt orienté vers ce genre de choses, mais c'est pas forcément ultra polyvalent. Et beaucoup de gens qui bossent avec du networking sur Monogame vont privilégier d'autres sortes de librairies. Qu'est-ce qui ne fait pas partie de Monogame? Tout ce qui est un peu trop plateforme spécifique, tout ce qui est achievements, tout ce qui n'est pas universel. Il n'y a pas forcément les files IO sur console, tout ce qui est sauvegarde, etc. Parce que, on verra ça plus tard, mais sur console, il n'y a absolument aucun système de fichiers et de sauvegarde qui est similaire. Donc ils ont tous un paradigme différent, donc c'est vachement chaud de venir avec une API qui unifie un peu tout ça. Il n'y a pas de physics, il n'y a pas de tuning, il n'y a pas de composition de scène, il n'y a pas de moteur de particules. Donc c'est vraiment très très brut de décoffrage. Mais forcément, il y a plein de gens qui s'y intéressent et il y a des librairies telles que Monogame Extended ou NES ou Monocle qui est le moteur open source que la personne qui a fait Towerfall et Celeste a fait. Il l'a ouvert, donc ça c'est disponible sur Bitbucket.
Et donc, je voulais vous montrer quand même un peu de code. Donc je vais juste faire un tout petit truc. C'est juste pour vous montrer la logique de comment est fait Monogame. Donc Monogame vous fournit de base un service game qui grosso modo va gérer votre game loop. Donc c'est très basique. Vous avez une méthode d'initialisation, de load content pour charger vos contenus. Vous avez une méthode update qui est appelée à intervalles réguliers, par défaut à 60 fois par seconde, et une méthode draw qui, pareil, est appelée à intervalles réguliers. Vous n'êtes vraiment pas obligé d'utiliser la classe game. Vous pouvez vraiment utiliser Monogame en sortant tous les services que vous voulez et en faisant le vous-même. Mais traditionnellement, c'est comme ça qu'on l'utilise. Pour gérer vos assets, vous avez un petit outil externe qui s'appelle le pipeline, qui est en fait une réimplémentation du content pipeline si vous avez déjà utilisé Xena. Et donc vous mettez juste vos assets dedans. Donc moi j'ai déjà mis une image. Vous pouvez régler 2-3 bricoles, des color keys pour la transparence, s'il y a des mipmaps, s'il faut les redimensionner, si on veut les compresser, etc. Et ensuite pour les charger, c'est assez bête. Donc j'ai une seule ligne, donc j'ai un content load, je lui demande le type que je veux et je lui donne le nom de mon asset, il va me le charger, j'ai ma texture qui est utilisable. Et ensuite pour dessiner, j'ai mon sprite batch qui me permet de faire de la 2D. Et donc ça marche vraiment comme un SDL ou comme n'importe quoi qui permet de faire du bleed 2D, avec des plugins, des draws. Et donc là je fais juste un draw sur toute la surface de mon image, et puis si je le lance, je vais avoir... Donc normalement ça compile assez vite. Voilà. Donc c'est aussi simple, c'est vraiment assez basique. Je pourrais difficilement dire que même moi, à titre personnel, sur les projets qu'on a, on utilise quelque chose de plus complexe que ça. C'est quasiment que ça. Donc pour moi, ça fait un peu le café. Donc on va arriver dans le vif du sujet. Comment tout ceci est cross-platform? Alors c'est du .NET. .NET, ça n'existe que sur les plateformes Windows ou Microsoft. Mais par contre, on a Mono. Mono, c'est une implémentation open source du runtime.NET qui aujourd'hui est très avancé et très robuste et vraiment performant. Et donc ça permet vraiment de faire tourner les applications .NET telles quelles, donc comme je vous ai dit, sans avoir de recompilation ou d'avoir à faire du retargeting, etc. Et ça peut être MBD directement. Donc par exemple sous Mac ou Linux, nous on distribue nos jeux avec un Mono embarqué dedans, donc ça évite aux gens d'avoir à installer un runtime, etc. Donc ça c'est vraiment très pratique. Mono est disponible sur console, mais uniquement sur PlayStation 4. Donc à l'époque c'est Xamarin qui le maintenait, parce qu'entre temps Xamarin a été racheté par Microsoft. Et ils ont fait un runtime pour PlayStation 4, mais ils n'en ont pas fait pour les autres consoles. Donc la problématique, elle est que qu'est-ce qu'on fait sur les autres consoles? Parce qu'il n'y a pas de runtime. Et c'est là où il y a quelque chose de vraiment magique, qui s'appelle Brut. Et donc Brut, c'est un outil assez puissant qui permet de transformer de l'IL code .NET en un C++ hautement portable, qui permettra d'être compilé après partout et de tourner. Derrière, ça utilise quand même un garbage collector, parce que ça reste le paradigme .NET derrière, donc il faut quand même les allocations, il faut les récupérer, etc. Donc il y a un garbage collector qui actuellement est celui de Mono, mais il y a des projets d'utiliser celui de .NET en cours, parce que celui de .NET est plus rapide et plus performant. Et ce n'est pas limité à Monogame, parce que c'est-à-dire que vous pouvez utiliser Brut avec n'importe quel type d'application .NET, et ça marche. Et vous pouvez targeter n'importe quelle plateforme où il y a un compilo C++ dessus. Ça part de l'IL code, c'est-à-dire que vous compilez votre soft en .NET, vous le compilez, vous avez votre exe, et en fait c'est un outil en command line qui va décompiler votre truc compilé, il va lire l'IL code et il va générer du C++ derrière. Donc pour ceux qui utilisent Unity, ils sont probablement familiers avec ce genre de principe, parce que Unity a son propre outil qui s'appelle IL2CPP, et ils l'utilisent pour compiler pour notamment des notions de performance. Eux, ils ont fait ça pour les performances sur mobile notamment. Et ils l'utilisent bien sûr aussi sur console. Donc c'est un outil qui a quasiment été fait par une seule personne, qui s'appelle Tom Spillman, qui est le boss de chez Sicket Games. Eux, ils l'ont fait à la base parce que c'est une boîte de portage, et ils avaient la problématique de devoir porter des jeux
monogame sur console, et vu qu'il n'y avait pas de runtime, ils ont dit on va faire le nôtre. Et c'est gratuit et open source, mais pour l'instant c'est privé. C'est une techno privée, c'est-à-dire que le repository n'est pas public et il faut demander un accès à C4 Games. À terme, ça a une vocation à être vraiment open source et public, mais pour l'instant c'est encore une techno qui est privée. Et donc c'est vraiment c'est un truc qui est quand même ultra balèze. Et le but de Brut, c'est si demain une nouvelle console est annoncée, Brut doit pouvoir permettre dans les 7 jours de pouvoir targeter cette machine et de pouvoir commencer à publier des jeux dessus. Donc c'est vraiment une notion de facilité et de performance derrière qu'il y a eu. Il y a donc le C++ généré, normalement, il n'y a pas besoin de jeter un œil dessus. Il n'y a pas besoin de regarder, ça marche, il n'y a aucun problème. Et c'est ultra performant. Donc c'est largement plus de 10 fois performant que du .NET classique. Donc juste pour vous donner une comparaison, notre jeu sur PlayStation 4 utilise Mono et notre jeu sur Switch utilise Brut. Et pourtant, notre version Switch, elle est de l'ordre de bien 40 fois plus rapide que la version Mono PS4. Et donc c'est quelque chose qui est quand même très bien armé et plutôt bien future-proof, c'est vraiment pas mal. Je vous montre vraiment rapidement à quoi ça peut ressembler. Donc si moi j'ai un projet, voilà. Donc ça c'est le C++ que ça va générer. Donc ça va traduire à peu près toutes vos classes dans un truc qui est assez difficilement bitable à première vue. Mais si vous connaissez un peu de C++ et que vous commencez à bien connaître votre code, vous pourrez vraiment lire entre les lignes. Moi, ça m'est déjà arrivé de bidouiller dedans directement. Mais par défaut, normalement, vous n'aurez pas forcément besoin de voir ces trucs-là. Alors, Brut vient avec des inconvénients. Les temps de compile sont horribles. Enfin, je veux dire, Neurovoider en from scratch, ça doit compiler peut-être en 25 minutes. Et après, bien sûr, il y a de la compile incrémentale, etc. Donc ça va beaucoup moins vite, beaucoup plus vite. Mais les temps de link, notamment, sont toujours assez longs. Et après, il y a des bonnes pratiques dont je parlerai qui permettent de réduire ces temps de compile, parce qu'en fait, ce qu'on va faire en C#, suivant le coding style qu'on a en C#, ça va forcément influencer sur le C++ qui est généré derrière, et les temps de compile éventuellement derrière, et les performances. Donc il y a quelques tricks à savoir pour éventuellement optimiser ces trucs-là. C'est beaucoup plus chiant à débugger, parce que forcément déjà avec les temps de compile qui sont plus gros, c'est beaucoup plus embêtant. Il y a une indirection qui est que on compile en C#, puis on décompile, puis on recompile en C++. Donc pour le debugging, c'est vachement chiant, on ne peut pas forcément débugger directement depuis le C#. Mais Brut fait quand même des trucs, il lit quand même les fichiers sources originaux C# avec le code source C++ généré. Donc ça permet quand même de savoir où est-ce que ça a cuté dans le C#. Mais le problème, c'est que niveau debugger, on n'a pas forcément les mêmes noms des variables, etc. pour vraiment savoir où est-ce que ça a foiré. Et donc comme je disais, il n'y a pas de breakpoint dans le C#, parce que forcément c'est un projet C++ qui est compilé. Et on peut difficilement faire du hot reload dessus, donc faut vraiment être sûr derrière de vraiment ce qu'on a fait en C#, parce qu'après ça peut être fastidieux à débugger. Et ça peut être très chiant à setup. Donc c'est un simple command line. Brut, c'est un simple command line, mais il y a quand même pas mal de choses à savoir dans la manière dont on organise son projet C# avec son projet C++. Et moi, je suis assez rapide à bosser avec ça parce que je connais l'outil. En 1 heure, j'ai setup mon Brut et je peux compiler un truc. Mais ça m'est déjà arrivé de passer une journée entière à faire du servicing pour des gens pour leur aider à configurer Brut. Donc si vous n'êtes pas habitué à du command line, à du C++, il y a des problèmes de link, vous allez peut-être avoir quand même quelques frictions avec comment setup tout ça. Donc quelques bonnes pratiques par rapport à Brut et de ce qu'on peut faire. Donc ce qui est bien, c'est d'essayer d'éviter tout ce qui est classe statique ou fil statique, parce que ça va faire beaucoup de circularité dans la manière dont après le C++ va être linké. Et plus vous avez de classes statiques, et plus ça va péter vos compile time en fait.
Donc on en avait beaucoup dans Neurovoider. Là, dans notre prochain projet, on a quasiment enlevé tout ce qui a pu être statique et on préfère utiliser des trucs type singleton. C'est beaucoup plus pratique et ça compile beaucoup mieux. Éviter les threads, c'est plus vrai aujourd'hui. Ça l'a été pendant un temps parce que Brut, pendant quelques temps, il supportait pas forcément les threads, le temps de vraiment bien porter sur les consoles. Donc nous, on est arrivé assez tôt sur Switch, donc le temps que Brut soit vraiment bien déployé et bien implémenté, il y a quelques petites frictions, mais aujourd'hui, ça va très bien. Ça supporte les threads sur toutes les plateformes, il n'y a pas vraiment de problème. Juste préférer utiliser des trucs type system task plutôt que les threads.net qui peuvent être un peu plus tricky et moins prévisibles sur console. Et par rapport à Brut, donc je vous disais que Monogame supporte les dernières innovations de C#. Oui et non, parce que Brut, pour l'instant, il vaut mieux l'utiliser avec du C# 7 ou en dessous. Parce que le traducteur IL to CPP, il ne prend pas forcément en compte toutes les spécificités de l'IL qui sont générées par les versions les plus récentes. Donc en termes de runtime, on a accès à .NET uniquement sur Windows. On a accès à Brut sur toutes les plateformes sauf PS4 parce qu'il y a Mono. Mais il y a un projet de, au final, le mettre sur PS4 aussi parce que les performances sont quand même beaucoup plus sympas. Est-ce que c'est au final vraiment cross-platform? Parce que je vous ai dit, Mono c'est Code Once, Run Everywhere. Pas complètement, donc notamment au niveau des shaders. Monogame utilise l'HLSL en termes de shading language pour quasiment toutes les plateformes. Vous pouvez sur desktop, si vous voulez faire du GLSL, et même l'HLSL en fait il est traduit, c'est-à-dire que moi par exemple je target OpenGL, mais je code mes shaders en HLSL. Ils sont bakés automatiquement avec un outil qui s'appelle Mojo Shader, qui est assez utilisé. Et qui permet donc de faire de la conversion à la volée et ça marche relativement bien. Après sur console on est quand même emmerdé parce que chaque console a son propre shading language et Mojo Shader n'existe pas. Et donc il faut quand même se palucher à la main des conversions, mais avec un ensemble de macros, des macros de shading language, parce que je vous montre juste. Monogame vient avec un préprocesseur de shader. Et donc on peut, avec quelques macros vraiment assez bêtes, les shading language, même sur console, sont assez proches de soit du GLSL, soit du CG, soit de l'HLSL. Et donc ça se joue souvent à des conventions de nommage ou des choses comme ça. Et avec un ensemble de macros qui sont fournis par Monogame, on peut assez facilement quand même avoir une convergence et avoir assez peu un minimum de maintenance à faire sur les shaders quand on doit faire des portages. Donc ça ne gère pas aussi tout ce qui est save management parce que sur console ils sont beaucoup trop différents. Il n'y a vraiment pas de possibilité de faire quelque chose de cross-platform. Les achievements aussi, ça c'est un parti pris de la lib. On fait pas tout ce qui est trop market spécifique, etc. Après les achievements, c'est vraiment pas ce qui est de plus compliqué. Et les leaderboards, bien sûr, ça sort du scope. Moi j'en parle parce que j'en ai fait beaucoup, notamment sur Neurovoider. Et vis-à-vis de tout ce qui est repos privé, on peut se poser la question de est-ce que c'est vraiment open source au final? Et qu'est-ce qu'il y a comme type de licence? Donc sur console, c'est un peu tricky parce que ça dépend beaucoup des fournisseurs de mono. Par exemple, la version mono de PS4, elle est archi privée. Elle est même pas open source. Donc il faut vraiment faut demander une autorisation à Xamarin, etc. pour avoir un accès au build. Et c'est assez chiant parce que ça veut dire que s'il y a un bug dedans, il faut le remonter à Xamarin, et il faut qu'éventuellement ils aient du temps pour le faire, etc. Et ça, il y a une certaine lourdeur. Et sur mobile, notamment, sur mobile, ça passe aussi par Xamarin. Et c'est vraiment pas terrible pour faire du jeu vidéo dessus, quasiment essentiellement à cause du runtime. Parce que Xamarin a un processus de release qui est assez long. Donc si vous avez un bug, le jour où il sera corrigé, il peut se passer 6 mois à 1 an. Et aussi notamment parce qu'il ne privilégie pas le jeu vidéo. Parce que Xamarin à la base c'est vraiment pour faire de l'applicatif. Donc si vous avez un bug dans la couche graphique, vous pouvez presque vous asseoir dessus.
Donc, et il y a des projets pour essayer un petit peu de dévier au maximum de Xamarin pour essayer de ne pas trop dépendre sur les processus internes de Microsoft, histoire d'avancer beaucoup plus sereinement et d'avoir un certain contrôle sur les délais. Alors maintenant, on va arriver dans la partie où ça va être le retour d'expérience un peu de comment ça s'est passé NeuroVoider pour le porter sur cette plateforme. Donc c'est à mettre quand même en perspective parce que moi j'ai quand même une petite dizaine d'années d'expérience en C#, Monogame, XNA et que j'ai porté d'autres jeux que j'en porte encore. Donc, et que NeuroVoider c'est un jeu que j'ai vraiment codé tout en sachant ces problématiques-là et dans l'optique de le faire cross-platform. Donc j'avais déjà un coding style qui mettait en pratique quelques best practices et donc les délais que je vais vous montrer, c'est quand même très spécifique à notre projet. Donc, parce que moi, ça m'arrive d'avoir d'autres projets à porter qui sont radicalement différents. Donc généralement, setuper un projet pour que l'utiliser avec Brut, etc., et que tout roule, ça me prend environ 1 heure. Il faut configurer ça correctement avec des shared projects et tout. Ensuite, convertir les shaders, j'en fais pas des masses des shaders en 2D, j'ai très peu de trucs, c'est des machins très basiques, de la déformation, du coloring, donc ça me prend généralement une demi-journée pour convertir tous les shaders que j'ai. Et ensuite, j'enlève tous les aspects de save, parce que vu que c'est pas générique, pour d'abord voir si le jeu il tourne et compile, j'enlève toutes les gestions des saves, donc le jeu va pas sauvegarder, il va pas charger, il va rien faire. Et à partir de là, je fais build run et j'ai quasiment, on va dire, 95% de chances que mon jeu tourne et soit déjà finissable du début à la fin. Donc ça, c'est NeuroVoider, ça s'est passé comme ça sur quasiment toutes les plateformes. Ensuite vient le moment où on implémente les sauvegardes. Et vu que ça, c'est spécifique à chaque console, ça prend quand même du temps, le temps de voir dans la doc qu'est-ce qui cloche, comment ça marche, les types de retours. Enfin, il y a plein de problématiques. Il y a aussi beaucoup de problématiques par rapport à la quantité de données qu'on sauvegarde. Suivant les temps de sauvegarde qui sont mis en jeu, il y a plein de trucs à régler. On n'a pas le droit sur certaines consoles de sauvegarder pendant plus de temps, etc. Et la dernière étape, pour nous, pour NeuroVoider, en tout cas, ça a été de comprendre comment les leaderboards fonctionnaient sur chaque plateforme. Et sur chaque plateforme, ça n'a pas loupé, ça a toujours été une horreur. Et rien que ça me prenait à chaque fois 1 semaine, voire peut-être 2 semaines dans les pires des cas. Et puis ensuite, la dernière étape, c'est les certifications console. Et là, c'est ce qui prend vraiment le plus de temps dans un portage. C'est être conforme au cahier des charges des constructeurs, qui pour certains font bien leurs 300 pages, et passer les certifications, qui prennent du temps, il faut prendre rendez-vous, ça met 1 semaine à faire, il va y avoir des gens qui vont tester votre jeu très assidûment pendant 1 semaine complète, ils vont vous faire un rapport comme ça, avec tous les bugs, tous les steps to reproduce, et bien sûr, tant qu'il y a des bugs, vous n'avez pas le droit de publier sur la console. Et c'est ce qui prend vraiment le plus de temps, c'est difficilement prévisible. Et nous, par exemple, pendant NeuroVoider, pendant qu'on a fait des portages, on avait beaucoup d'attentes actives parce qu'on attendait les retours des constructeurs. Et ce qu'on a fait, c'est que en fait, on a développé un autre jeu pendant ce temps. Des trucs un peu plus spécifiques. Donc, qu'est-ce qui m'a dérangé vraiment dans ces portages par console. Sur PlayStation 4, le truc vraiment le plus fastidieux, ça aura vraiment été le management des sauvegardes, parce que c'est quelque chose qui vient d'un autre temps. C'est-à-dire que même sur PlayStation 4, les sauvegardes sont codées et gérées comme si c'était des cartes mémoire. Donc vous devez, entre guillemets, monter une carte mémoire, allouer des blocs mémoire et sauvegarder avec des blocs mémoire. Et donc on sent vraiment qu'il y a un passif de SDK qui a été hérité des plateformes précédentes, et c'était le truc le plus compliqué. Et aussi chez Sony, vous avez l'obligation de gérer tout ce qui est corruption de mémoire. Si maintenant une sauvegarde est pétée, etc., vous devez pouvoir gérer le cas-là, restaurer des backups ou prévenir l'utilisateur que la mémoire a été corrompue. Et ça, vous devez vous le palucher à la main. Et c'est forcément obligatoire, sinon votre jeu ne sort pas. Sur Xbox, ce qui est plus compliqué, c'est l'histoire de profil, les profils des joueurs.
votre compte Xbox Live, etc., et même les manettes, Microsoft exige que votre jeu, si vous changez de profil en cours de partie et que vous revenez dans le jeu, que le jeu en prenne conscience et qu'il swappe la sauvegarde. C'est assez fastidieux aussi à mettre en place. Les leaderboards, il y a quelques limitations chez Microsoft parce que nous, dans les leaderboards, on enregistre forcément un score et on enregistre plein de métadonnées, c'est-à-dire quelle arme l'utilisateur avait utilisée, etc. Et on aime bien afficher un récap de tout ce qu'il y a. Et j'ai quelques anecdotes rigolos avec ça. Nous, nos scores sur Xbox One d'ici 2023, ils vont péter parce qu'on a dû faire des troncages sur les dates et ça va louper. Et, en 2023, notre jeu va casser. Mais ne le dites pas à Microsoft. Sur Nintendo Switch, ça a été plutôt cool. Juste au début, parce que nous on arrivait vachement tôt dans la Switch, et du coup il n'y avait pas encore de support de thread, comme je vous disais, et il n'y avait pas non plus de support des Joy-Con. Ça, il fallait le coder. Et le support des Joy-Con a notamment été codé par Tribute Games. Donc je les remercie énormément parce que ça m'a fait gagner un temps de fou. Et what the fuck Next? Alors Next, c'est le serveur de leaderboard de chez Nintendo. Nintendo aujourd'hui, ils ont le SDK, ils ont le meilleur du marché. Il est vraiment super bien foutu, la doc elle est géniale, ça marche super bien. Sauf que leur partie leaderboard, c'est un SDK à part, qui n'est quasiment pas documenté, et dont les samples sont des samples Wii U 3DS commentés en japonais. Donc c'était assez horrible à trouver, quoi. Donc par rapport au code reuse, j'ai très peu de code spécifique. Il y a quand même des fois j'ai dû mettre de la main dans du C++ parce que vu genre les sauvegardes c'est pas implémenté. Donc j'ai dû faire du C++ moi derrière pour gérer les sauvegardes, etc. Brut gère très très bien les appels natifs, c'est-à-dire que on peut faire des méthodes virtuelles en C# et dire à Brut cette méthode-là, je vais pas l'implémenter en C#. Et quand on passe dans le Brut, il va me générer des stubs C++ que j'ai juste en fait à mettre l'implème dedans. Et après ça me compile et puis ça marche très bien. C'est vraiment ultra pratique. Donc comme je disais, il y a certains trucs codés en C++. Mais grosso modo, ça a été pour nous un process assez smooth. Mais si on a quelques bonnes pratiques en tête. Et donc pour les bonnes pratiques, il faut vraiment bien gérer ces projets. Donc si vous connaissez la notion de shared project en .NET, shared project ça permet de faire des projets qui ne targetent aucune plateforme. C'est des coquilles vides, ils ne compilent pas tout seuls. Et après on les associe à un target et ça permet de faire des trucs. Donc je peux vous montrer vite fait moi comment c'est organisé sur nos projets. Donc hop. Donc j'ai un projet qui est partagé, ça c'est mon shared project, j'ai absolument tout dedans, j'ai tout mon jeu. Et ensuite, j'ai un projet par plateforme. Donc là, c'est mon desktop et qui référence en fait ces sources-là. Et j'ai très peu de trucs spécifiques. Donc j'ai juste quelques helpers qui me permettent de gérer les sauvegardes, qui me permettent de gérer les DRM, point barre. Et ça va être ça pour toutes les plateformes. Et donc ça me permet d'avoir vraiment une très haute réutilisabilité de mon code C#. Ça va paraître très couillon de dire que si vous faites un jeu, même sur PC, faites un jeu qui soit indépendant de la résolution et qui target du 16/9. Ça paraît ultra basique, mais vous n'avez même pas idée du nombre de demandes de portage que je reçois, de jeux qui sont codés en fixe pour une réseau, etc. et qui implodent dès qu'on les met sur n'importe quelle autre résolution. Et bien sûr, bien planifier son UI pour la console, parce que sur console, vous êtes obligé d'afficher les button prompts, les boutons de chaque console, avec des indications. Et il faut que votre jeu soit bien prévu au gamepad. Donc si vous avez un jeu PC qui se joue entièrement à la souris, vous allez avoir un mauvais moment quand vous allez devoir le porter sur console. Donc c'est vraiment très recommandable de prévoir à l'avance tout ce qui est safe zone, laisser une marge au bord de l'écran parce qu'il faut le faire.
Et puis après, pouvoir afficher tous les boutons, etc. Ça, prévoyez-le vraiment à l'avance. Et aussi, faites en sorte que vos textes peuvent être faits facilement traduisibles. Parce que nous, on a eu par exemple le problème, on a un jeu en pixel art et on s'est retrouvé comme des couillons à avoir une interface qu'on pouvait plus modifier pour caser du chinois, par exemple. Et ça, c'est très couillon, mais ça vous ferme une grande partie du marché, ou alors ça vous fait perdre un temps monumental à refactoriser toute votre UI. Éviter les parties tierces, les libs tierces, ça c'est surtout pour éviter toutes les libs dont vous n'avez pas le contrôle. Parce que ça va passer par un compilo C++, etc. Et il y en a beaucoup qui sont pas forcément très compatibles. Mais c'est plus de la prudence qu'une règle générale. Faites en sorte que tous vos algos puissent éventuellement tourner dans une version single thread si vous utilisez du multithread. Ça, c'est juste une sécurité au cas où vous avez quelque chose qui implose à cause de thread ou de debugging. Et ne faites pas de leaderboard parce que les leaderboards, c'est nul. Pour conclure, donc juste 2 slides de conclusion. Pour conclure vraiment sur Monogame, il y a du pour, il y a du contre. Le pour, c'est que c'est la relève d'Ixena et ça poursuit la philosophie d'Ixena en le portant sur toutes les plateformes. C'est vraiment génial. C'est vraiment cross-platform. Très peu de code spécifique à faire. C'est open source et il y a une bonne communauté. Ça tourne plutôt bien. Le projet est stable aujourd'hui, ça marche plutôt cool, c'est plutôt cool. Et il y a du support commercial disponible via Cycat Games. Donc si vous avez vraiment un bug que vous avez besoin de fixer de manière urgente ou que vous avez besoin d'aide pour setup un truc, vous pouvez pinguer Cycat Games. Le seul problème, c'est qu'ils sont absolument débordés. Le contre, c'est que c'est pas très user-friendly pour toutes les personnes qui ne viennent pas forcément d'Ixena, notamment par le fait que la documentation elle est un peu déficiente. Il y a plusieurs raisons à ça, qui est que tous les tutos qui étaient géniaux et qui ont été faits à la base pour Xena ont en majeure partie disparu dans la nature parce que le plus gros site web qui hébergeait ces tutos a été affecté par une tornade aux États-Unis. Le propriétaire du site a vu sa maison complètement détruite, on n'a plus jamais entendu parler de lui, et le site est tombé, le site a été parqué et personne n'a vraiment aspiré les contenus. Donc ça a été quelque chose d'assez dramatique pour le partage d'expériences, etc. Et un autre contre, c'est le fait que c'est pas un engine, c'est vraiment un truc qu'il faut prendre en main, c'est une lib, il faut vraiment en être conscient. Et c'est toujours en perpétuel travaux. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de release officiels et il y a beaucoup de travaux qui sont faits sur le repository GitHub qui est très bien maintenu et il est fait avec beaucoup de développement continu, il y a beaucoup de tests. Donc si vous prenez le source, vous êtes sûr que le source marche. Et ça, c'est super cool. Mais ne téléchargez pas l'installeur. Téléchargez pas l'installeur sur le site web, il est quasiment toujours désuet. Et j'avais quelques tips, mais bon, après, là, je pense qu'on va passer aux questions, histoire de pas trop mâcher sur votre temps, mais j'avais des tips de performance en C# qui peuvent être valables aussi sur Unity. Merci à vous. Parfait, il reste 10 minutes de questions. Très bien. Merci pour la conférence. Une question pour Brut, c'est pas possible de l'utiliser sur mobile pour viser le mobile ensuite ? Ça pourrait, mais pour l'instant, les links sur les API mobiles, etc., n'ont pas encore été faits. Et vu que c'est majoritairement Cycat Games qui s'occupe de ces choses-là, et qu'eux, ils sont ultra focus console, pour l'instant, ils se sont encore jamais pensé là-dessus, quoi. Mais effectivement, ça serait un projet vraiment très très bien. Là, pour l'instant, il y a des gens qui s'occupent de porter Brut vraiment sous Linux et sous Windows pour pouvoir gagner en perf, même sur des builds Windows. Et pour l'instant, c'est à peu près tout, quoi. Bonjour, j'ai une question à propos de Brut. Est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser des librairies natives en C# avec des LL import et soit converties directement dans Brut ? Ah ouais, complètement. Par exemple, le truc qu'on peut utiliser, c'est Fmod.
On l'utilise, on a la lib native qui est compilée native, on l'utilise en C#, on fait des appels C# avec l'interop de C#, et Brut, il va le savoir tout ça. Il va faire le link, il va faire les appels natifs, et il va aussi l'optimiser. C'est-à-dire que il va inliner les appels, etc. pour gagner en perf et tout. Parfait. Est-ce que tu as une procédure pour les builds sur les différentes plateformes pour vérifier que le code commun que tu modifies fasse pas péter un de tes builds sur les différentes plateformes? Non. Non, j'ai pas de safeguard de ce genre-là. Après, j'essaie vraiment de segmenter mon code pour que les trucs qui soient vraiment plateforme spécifiques affectent le moins possible les autres trucs, quoi. Donc là, c'est plus un travail en amont d'essayer de faire un truc le plus générique possible, le plus agnostique de résolution, de prompt, de machin. Ouais, c'est plus une solution architecturale ou d'organisation de projet, quoi. Ouais, c'est plus une organisation personnelle. Ouais. Okay. Et est-ce que tu as eu des cas où le code que tu faisais dans Visual Studio continuait à compiler avec des modifs, mais éventuellement le code C++ généré pétait? Ça m'est arrivé une ou deux fois. Mais c'était parce que pareil, moi je suis arrivé à un moment où Brut était encore en bêta, etc. Donc il y avait peut-être il y avait des trucs. Par exemple, Brut aimait pas trop que tu fasses une double affectation dans un statement while. Il pétait un peu un plomb, mais ça a été corrigé entre temps. Et généralement, quand il y a ce genre de problème, il suffit d'envoyer un mail à Cicade et ils sont super contents d'avoir des feedbacks. Et eux, ce qu'ils font, c'est que ils vont faire un unit test pour reproduire le bug et ils vont le corriger dans la journée et ils te le remettent dans le repos, quoi. Okay, super, merci. Alors si j'ai bien compris, finalement un des gros intérêts de Monogame c'est surtout l'API, enfin, l'API Xena qu'on récupère et qui est apparemment très pratique à utiliser. Est-ce qu'il y a eu des projets de type reproduire cette API mais plutôt en Axe par exemple qui nativement permettent de compiler en C++, enfin de transpiler en C++ et du coup d'atteindre directement les cibles et ainsi d'un peu de raccourcir le pipeline et voire d'avoir plus de souplesse dans la manipulation? Alors, à ma connaissance, je ne sais pas. Pour ce qui est d'Axe, peut-être que David derrière toi, il arrivera à mieux te répondre. Mais par rapport à Monogame et Xena, pour pouvoir améliorer ce pipeline-là, à ma connaissance, j'en ai pas vu. Merci. Est-ce que tu utilises Monogame pour les outils? Ah ouais, carrément. Monogame s'interface très bien avec les autres technos Microsoft. Donc par exemple, moi ce que j'aime bien faire, c'est des outils soit en WinForm ou en WPF. Après ça s'interface aussi très bien avec des trucs comme ImGUI. Et moi j'aime beaucoup justement avoir un embed de Monogame dedans parce que je peux avoir mes outils directement in-engine. Et ça, ouais, complètement. Ok, merci. Personne? Oui? Si? Non? Ok, et ben merci. Merci à vous.